Nous sommes donc, Quentin et moi, tous les deux passionnés par les fourmis, d'une certaine manière. Mais pas tout à fait les mêmes, parce que j'avoue que les petites bêtes qui se baladent dans mes pieds ne me passionnent pas plus que ça. Et on va donc vous parler de notre passion commune ce soir, avec cette conférence que l'on a intitulée Fourmons une chaîne. Vous noterez les quelques variantes orthographiques qu'on s'est permises. Et vous allez pouvoir garder cette ligne de conduite tout le long de la conférence. Quentin, je n'ai plus le contrôle sur le diaporama. Moi, je n'ai plus les notes. Nous allons donc passer par un petit instant disclaimer afin de vous prévenir un peu de ce qui va se passer. Je laisse donc la voix off s'exprimer. Les personnes ici présentes sont parfaitement sérieuses dans leur manque de sérieux. Si certains d'entre vous se posent vraiment la question, la fourmi a pour cri le croondement. On parle aussi de gnonnement, presque un grondement, mais en réalité, la fourmi croonde, ou la fourmignonne. Pour ceux qui ont peur des fourmis, ou autres insectes, nous en sommes bien désolés. Mais tant pis. Pour les autres, welcome on board. PS, un escape game est présent ici. Enfin, un escape game du très pauvre, hein. Chaque diapositive contiendra une petite blague. Bonne chance pour tout trouver. Nous allons donc vous présenter le plan de cette conférence. Un petit plan des fourmis. Quentin, est-ce que tu veux entamer mais j'ai vraiment un peu de sérieux. Donc c'est un petit plan en 3 parties qu'on vous a fait. Un petit plan des familles pour bien démarrer. Ouais, biologie, informatique, on met le tout tous ensemble. Et à la fin, petit bonus si vous êtes sage. Enfin, si vous êtes sage, pas vraiment, parce que sinon moi j'aurais une révolution de fourmis, pas contente, hein, vous pouvez les voir. Et le but c'est de les nourrir. Donc si on les nourrit pas, elles vont nous bouffer après. Et vous allez comprendre, vu certaines, vu ce qu'elles ont comme armes, vu ce qu'elles ont comme aiguillon, c'est pas forcément le bon plan. Je parle de la révolution de fourmis, pas ce plan-là, parce que ça c'est un très bon plan. On ne confondra pas le plan et le flanc. C'est bon les flancs. Ouais, on y va ? Go. Donc, Quentin. Donc c'est moi qui vais commencer par vous parler un petit peu de biologie. Donc, je vais pas vous faire tout l'arbre en partant de ce que c'est que les vivants, les eucaryotes. Je vais directement m'intéresser, pour les fourmis, à vous dire qu'il s'agit d'un animal simplement, un animal protostomien, donc c'est un animal qui a un corps segmenté, un exosquelette, symétrie bilatérale, enfin bref, plein de petites, caractéristiques très gentilles. C'est un arthropode grâce à tout cela et il a 3 tagmes, donc une tête avec des antennes, un thorax, un abdomen et toutes ces choses-là font que les fourmis sont en plus des insectes. Jusqu'ici, c'est pas ce qui est le plus étonnant. Je pense que vous saviez tous que les fourmis sont des insectes. Le développement des fourmis s'organise via un œuf qui est au tout début immobile, comme pour la plupart des insectes. L'œuf va ensuite évoluer, ça va devenir une larve, tel un Pokémon, qui va se nourrir, qui peut parfois tisser du fil. Vous allez voir que dans certaines espèces, ils vont même se servir de ce fil pour faire des espèces de maisons dans les arbres. Ça va être suivi d'une nymphe, donc la nymphe va être ce qui va sortir du cocon en quelque sorte, et enfin d'un imago, qui va être la fourmi elle-même, donc en quelque sorte la forme adulte. Tout ça ensemble, ça fait donc ce qu'on appelle des holométaboles. C'est le superordre, si on fait un tout petit peu de phylogénétique. Et ce qui va nous intéresser, nous, ça va être non pas la sous-classe, la section, parce qu'on n'a pas le temps, même si c'est probablement très intéressant. Mais on va descendre à l'ordre et sans surprise, et plus connu, les fourmis sont des hyménoptères. Les hyménoptères, vous les connaissez déjà. Dedans, il y a les abeilles, il y a les guêpes, il y a les frelons, toutes ces joyeuses choses qui volent et qui piquent. Et ce qu'ils ont en commun, c'est le fait d'avoir 2 paires d'ailes membraneuses. Donc même les fourmis ont des ailes, hein. Souvent vous parlez de fourmis volantes, pensant que c'est une espèce à part, mais vous allez découvrir que les fourmis volantes ne sont pas une espèce à part, elles sont simplement les fourmis sexuées, car toutes les fourmis ne sont pas réellement sexuées. Ils ont un appareil buccal, lécheur ou broyeur, des grosses mandibules plus ou moins acérées, des maxilles qui leur permettent d'aspirer les liquides. On parlera bientôt de miella, qui est un des liquides les plus importants pour les fourmis et pour la plupart des différents hyménoptères. Et les larves, en plus, peuvent faire ce qu'on appelle une nymphose, pour devenir une nymphe, en tissant leur propre cocon. Toutes ces choses-là qualifient donc les hyménoptères. Mais surtout, et c'est indirectement le plus important, et c'est pour ça que je vous ai fait ce petit schéma en dessous et qu'on va faire un tout petit peu de biologie, les mâles fourmis sont haploïdes. Donc petit rappel, hein,
on peut les comparer à nos gamètes, les spermatozoïdes, les ovocytes. En gros, les mâles ne sont pas là pour vivre, ni pour servir à autre chose qu'à la reproduction. Autrement dit, ils vont avoir seulement des chromosomes qui ne vont pas être présents en paire, mais seulement avec un exemplaire de chaque. Ce qui fout un petit coup de blues à nous les hommes. Bref, on peut descendre comme ça jusqu'à la famille, à ce rythme, et on va enfin se séparer des guêpes, et on va directement plus loin, à ce qu'on appelle donc la famille, les Formicidae. Ensuite, on a plein de sous-familles, qu'on va pas vous détailler, avec dans chacune plusieurs genres, plusieurs espèces, ça en fait un bon paquet. En l'occurrence, on peut compter qu'on a à peu près 12 000 espèces connues actuellement dans les fourmis, pour environ 30 à 40 000 fourmis estimées, et on est loin de toutes les connaître. Vous allez voir que les fourmis peuvent être très très différentes en France, en Europe en règle générale, dans les pays plutôt froids, dans les pays plutôt chauds, dans des pays qui vont être très humides, et ça va être très intéressant. Et ce que je vous propose, après cette petite courte introduction biologique qui vous différencie haploïdes et diploïdes, c'est de vous montrer quelques photos très rapides. Donc, si on commence par la première photo en haut à gauche, une petite vision au microscope électronique, parce que c'est beau, tout simplement, pour voir un peu la structure de la fourmi. La photo juste en dessous vous montre une fourmi qui s'occupe d'un puceron, car les fourmis sont capables de faire de l'élevage de pucerons. Et ça aussi, on en reparlera un petit peu après. Donc les fourmis vont pouvoir élever les pucerons, traire les pucerons, protéger les pucerons. Dès qu'elles voient une coccinelle, dès qu'elles voient une larve de coccinelle, elles la dégomment, vu qu'il va y avoir une forme de symbiose qui va s'installer. Donc un partenariat qui va être qui va arranger les deux parties. Celle que vous voyez en haut, au milieu, est une fourmi avec un aiguillon. C'est pour ça que je vous ai montré cet aiguillon. L'aiguillon qui permet aux fourmis parfois d'avoir de l'acide formique et de le déposer éventuellement sur leur adversaire, proie, opposant, on va dire. Juste en dessous, vous avez des gines, donc il s'agit de Messor barbarus comme espèce. La Messor barbarus est une espèce qui mange des graines, et on en parlera, mais certaines espèces peuvent faire du pain. Du pain, et cette espèce-là fait du pain, notamment. Tout en haut à droite, ce sont justement des messors, et ce qui m'a intéressé, c'est de vous montrer celle qui est énorme en plein milieu, puisque chez les hyménoptères, en règle générale, et vous le voyez bien avec les fourmis comme avec les abeilles, il y a parfois plusieurs rôles et plusieurs tailles. On va parler de caste ou de polymorphisme. Ce qu'on va appeler les castes, ça va être le fait d'avoir différents rôles. Par exemple, les ouvrières, les soldates, celles qui vont s'occuper des bébés, donc des œufs au tout début, etc. Bon, en pratique, le fait d'avoir des castes, c'est très très rare chez les fourmis. Il y en a certaines qui en ont, où il va vraiment y avoir des soldates, certaines qui vont avoir une forme de tête particulière pour boucher l'entrée du nid. Ceux qui ont déjà vu les fourmis de Werber vont savoir de quoi je parle. Et sinon, ce qu'on a le plus souvent, par contre, c'est que toutes les fourmis auront le même rôle, mais toutes n'auront pas le même taille. Et on va donc parler de polymorphisme continu ou discontinu. Continu, ça veut dire qu'on va avoir toutes les tailles, et discontinu, c'est qu'on va généralement avoir 3 tailles qu'on va appeler minor, média et major. Et là, vous pouvez voir une major en plein milieu, qui peut parfois être énorme. Pour certaines espèces, on va voir les minors qui vont faire de l'ordre de 3-4 millimètres, alors que les majors vont faire de l'ordre de 2-3 centimètres, voire 5 centimètres pour les plus gros. Et ça fait peur de voir une fourmi de cette taille-là, honnêtement, elle fait la taille d'un doigt. C'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Et enfin, en bas à droite, ma petite préférée, je vous ai mis une Crématogaster scutellaris, qui est une espèce qui est très mignonne, qui s'appelle aussi la fourmi as de cœur, as de pique, pardon, ou encore la fourmi charpentière, parfois. As de pique, tout simplement par rapport à la forme de son gastre. Donc son gastre, c'est ses fesses en quelque sorte, qui va stocker la nourriture, et qui prend une forme très mignonne. Et si vous notez son nom, Crématogaster, créma, qui veut dire en grec suspendu, vient du fait qu'elle est capable de suspendre son gastre, Crématogaster, au sens où elle va se comporter comme un scorpion. Elle va lever ses fesses et elle va mettre de l'acide formique tout au bout, faire une petite goutte qu'elle va tenter de mettre sur les ennemis. Et si vous regardez actuellement la caméra, en plus du diapo, vous pouvez voir une petite colonie de fourmis, et ce sont justement des Crématogaster scutellaris qu'on aura l'occasion de nourrir tout à l'heure, à la fin si tout se passe bien. Donc, pour avancer un petit peu sur les fourmis, comme je vous l'ai dit, ce sont des insectes eusociaux. Enfin, je ne l'ai pas encore dit, mais on va parler de leur organisation. Ce sont des insectes eusociaux, c'est-à-dire que l'individu n'existe pas vraiment. Parler d'individu dans une colonie de fourmis n'a que très peu de sens. La colonie constitue finalement un organisme à part entière. Donc, c'est pour ça qu'on va ensuite pouvoir parler de la colonie, non plus comme simplement un regroupement de plein d'individus, mais comme un organisme qui va faire sa vie
et on va pouvoir utiliser certains mots qu'on utilise habituellement pour l'organisation de notre corps, notamment on va parler de tactisme et de tropisme bientôt, pour désigner les choses sur la fourmilière et non plus sur les fourmis. Je vous ai mis un autre mot qui me paraît important, ce qu'on appelle la physogastrie. La physogastrie, c'est quelque chose qu'on observe énormément. Le gastre, c'est donc la partie arrière de la fourmi. Donc, il y a différentes parties qu'on ne va pas spécialement détailler, mais le gastre, c'est là où notamment on va stocker la nourriture. Et la physogastrie, c'est le fait que, contrairement à nous, sauf après, beaucoup de kebab ou beaucoup de McDo, on n'est pas censé se déformer lorsqu'on mange beaucoup. On n'est pas censé avoir le ventre qui gonfle énormément. Il faut savoir que les fourmis, ce n'est pas le cas. Leur ventre, son corps gastre plutôt, peut, prendre 3 et 4 fois le volume et devenir vraiment beaucoup, beaucoup plus gros, voire devenir transparent tellement la peau et plutôt les tergites vont commencer à s'éloigner les unes des autres et on va voir même les petits nerfs qui les relient. Enfin, c'est vraiment assez impressionnant de voir une physogastrie. Ensuite, je vous parle de trophalaxie, puisque la trophalaxie, c'est justement une des conséquences, en quelque sorte, de cette physogastrie, c'est que c'est bien beau de faire des réserves, mais ces réserves, il faut qu'elles servent à quelque chose, et il se trouve que certaines fourmis ne sortent pas du nid, vont rester tout le temps dans la fourmilière. Et on va se dire, mais comment elles font pour manger, sachant que les 3/4 de la nourriture d'une fourmi, c'est du liquide sucré, et non pas de la protéine ne servant qu'à nourrir les larves, et non pas les fourmis, les ouvrières s'en foutent totalement de la protéine. Il faut leur ramener du liquide sucré. Et c'est justement là que ça va être important, c'est la trophalaxie. La trophalaxie, ça consiste globalement à connecter des fourmis ensemble. Donc les fourmis vont se regarder bouche à bouche et vont connecter leurs parties buccales et vont être capables de s'échanger de la nourriture comme ça. En quelque sorte, l'une va servir de l'autre comme si elle avait une paille. Et où est-ce qu'elle va aller pomper du coup cette nourriture? Dans le jabot social. En fait, la fourmi dispose d'un estomac spécifique qui lui permet de stocker de la nourriture sans la digérer, donc de stocker de la nourriture pour les autres. Une espèce de poche de réserve, si on veut. Elle a son propre estomac pour manger et le jabot social. Évidemment, elle peut les relier, hein, mais elle peut surtout le transférer aux autres, ce qui est très pratique. Le recrutement, bah ça vous allez le voir quand on va les nourrir en live, hein. Le fait que les fourmis sont capables de déposer des phéromones, on va aussi énormément parler de cette notion de phéromone. Et en fait, chaque fourmi, lorsqu'elle va trouver quelque chose, elle va aller chercher d'autres fourmis pour leur demander de venir l'aider. Et pour trouver le chemin, elle va se servir des phéromones un petit peu comme le petit pousset, mais Alexis vous en parlera lors des algorithmes de colonies de fourmis. Bon, je pense que vous vous en doutez, hein, les fourmis vivent les 3/4 du temps sous terre, dans des galeries. Pour information, les galeries peuvent faire plusieurs mètres de profondeur. Ça peut descendre à 3 à 4 mètres parfois, hein, les colonies de fourmis, ce qui fait des constructions très imposantes. Il y a différentes chambres, donc c'est un système comme ça de chambres qui se communiquent toutes entre elles ou non. Certaines chambres vont être spécialisées. Il y aura par exemple la chambre royale, donc c'est la chambre où il y a la reine. Reine qu'on appellera plutôt gyne lorsqu'on fait de la myrmécologie ou de la myrmécophilie. Donc c'est le fait d'aimer les fourmis ou d'étudier les fourmis. Tout simplement puisque le mot reine renvoie une image de hiérarchie, alors qu'il n'y a aucune hiérarchie chez les fourmis, hein. La reine, on pourrait tout aussi bien l'appeler la pondeuse. Il y a des greniers qui vont permettre parfois de stocker des graines pour certaines espèces, je vous en montrerai. Il va y avoir des salles avec des œufs uniquement, des salles avec uniquement des larves, puisque selon le stade de développement des œufs, des larves, imago, et cetera, on va avoir besoin d'une certaine humidité ou d'une température différente et les fourmis vont être capables de sentir des variations thermiques ou d'humidité de vraiment des dixièmes de degrés près ou des dixièmes de pourcent près. Enfin, je me permets de vous parler de certaines choses qui sont un petit peu plus complexes, on va dire, le tactisme et le tropisme. Donc, le tactisme, vous connaissez forcément, c'est le fait de se déplacer à cause d'une influence. Par exemple, vous avez déjà vu un papillon de nuit qui fonçait vers une lumière, pensant que c'était la lune. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle du phototactisme. Il va mettre, une sorte de curseur sur ses déplacements en fonction de la lumière. On va fuir un bruit, même nous en tant qu'humains, ce qu'on appelle du phonotactisme. On va longer un mur, donc on va être contraint par l'espace, c'est du tigmotactisme. Mais au-delà donc du tactisme, il y a aussi ce qu'on appelle le tropisme. Et le tropisme, c'est pas votre déplacement, mais votre organisation interne. Par exemple, si vous avez certaines contraintes physiques, un os mal placé, quelque chose comme ça, alors certains organes vont pouvoir migrer ou vont pouvoir se développer différemment chez les humains. Et ça va entraîner le déplacement d'un rein, par exemple. Et ça, bah, c'est du thymiotropisme, cette fois-ci. Une forte lumière quelque part dans votre corps, vous mettez une lumière intense à un endroit sur votre bras, ça peut entraîner par exemple une déviation des vaisseaux sanguins qui n'ont pas envie toute la journée d'être illuminés. Bref, on va avoir cette fois-ci du phototropisme. Et si vous avez compris cette idée-là, eh ben, vous pouvez vous dire que si on considère les fourmis, plutôt la fourmilière, comme un seul et unique organisme muni de plein de petits organes, alors l'organisation interne des fourmis et donc des chambres dans la fourmilière s'apparente
a du tactisme. Et c'est là que c'est très intéressant. Elles vont pouvoir, par exemple, contourner un caillou, se mettre sous un caillou pour garder la chaleur qui va être accumulée toute la journée. Elles vont pouvoir se mettre à un endroit où il va y avoir plus d'humidité, etc. Et donc, la fourmilière va vraiment se développer comme un organisme à part entière. Et ses organes sont finalement les galeries, qui pourraient apparaître comme des intestins ou quelque chose comme ça. Je vous ai déjà parlé rapidement, de l'acide formique, des aiguillons. Certaines fourmis ont un aiguillon qui leur permettent en effet de sécréter de l'acide formique. Je pense que vous connaissez les fameuses fourmis rouges, hein. Donc, fourmis rouges qui désignent en règle générale toutes les fourmis Myrmica pardon, ou les Myrmica rubra qui sont les plus connues et qui sont capables de faire cette petite morsure, après vous avoir mis, de l'acide, ce qui permet de faire un petit peu plus mal, mais en pratique aucune fourmi n'est capable, en Europe de vous faire vraiment du mal. Je veux vous parler d'habitat opportuniste, puisque ça, c'est très, très drôle, mais dans une forêt, par exemple, on peut trouver des fourmis qui ne vont pas se mettre sous terre, mais qui vont s'installer dans une noix, sous une pierre, pour la chaleur, dans une souche d'arbre, par exemple. Bref, des endroits qui sont déjà un petit peu, creusés, et c'est ça qui est rigolo. Mais après, il y a aussi, l'anthropomorphisation de certains habitats et en règle générale des paysages, qui fait que les fourmis vont avoir une tendance à être encore plus opportunistes et à s'installer dans le parquet, dans des poutres, dans des loges électriques, par exemple, et vont pouvoir causer certains dégâts. Je me permets de maintenant vous parler des comportements les plus, surprenants et je vous montrerai quelques photos là-dessus. C'est ce qui va un petit peu conclure, cette partie un petit peu biologique. Je vous ai parlé du pain de fourmi, donc quelque chose qui est très cher aux fourmis, messores. Donc les messores vont être capables de faire du pain de fourmi à partir des graines. Elles vont ramasser des graines de tout type de céréales et ces graines, elles vont en faire du pain, tout simplement. Elles vont le mâcher et elles vont, avec une certaine enzyme qu'ils vont ajouter, en faire une sorte de pain qui va permettre de les nourrir, d'avoir des protéines sans avoir forcément à chasser. Les champignons, je pense que vous en avez déjà entendu parler de ces fourmis champignonistes qui vont être capables de couper des petites feuilles, qu'on appelle aussi les fourmis coupe-feuilles, hein, et qui vont prendre ces feuilles, les prémâcher et nourrir une sorte de champignon, qui va leur permettre à nourrir notamment, leurs, larves. Donc c'est très intéressant de voir des fourmis créer un champignon dans leur, fourmilière. Les radeaux, parce que certaines fourmis sont capables de faire des radeaux, puisque avec la tension superficielle et les toutes petites pattes qu'ont les fourmis, elles sont capables de marcher sur l'eau. Et si elles se mettent à plusieurs, elles sont capables de bien prendre en compte la tension superficielle pour former un radeau flottant sur l'eau et s'en sortir, ce qui fait que certaines fourmis, dès lors qu'il va y avoir des pluies torrentielles, on voit largement ça en Amazonie par exemple ou dans des pays asiatiques, vont se regrouper les unes les autres pour que si jamais elles devaient être emportées, bah au moins elles vont être emportées à plusieurs et non pas seules. Ce qui pour une fourmi qui est un insecte social, je le rappelle, c'est un peu la base de la survie. Les cabanes dans les arbres, je pense que vous en avez jamais vu, je vous montrerai une jolie photo, mais certaines fourmis ne vont pas s'installer sous les arbres ou dans la terre, mais au-dessus des arbres et vont se permettre de faire des petites cabanes avec les feuilles des arbres qu'elles vont relier avec le fil, que les larves vont faire lorsqu'elles vont se nymphoser. Elles vont récupérer ce fil, elles vont servir des larves pour relier les feuilles entre elles et ça donne des structures très impressionnantes dans les arbres. On voit des cabanes de feuilles qu'elles vont créer. Je peux pas ne pas vous parler de parasitisme aussi, puisque les fourmis sont très sensibles à ça. Il existe des espèces qui ne vivent que de ça, certaines espèces qui ne vont pas être indépendantes. On pourra aussi parler de claustralité pour d'autres raisons, mais on ne va pas détailler. Ou certaines gines ne peuvent pas pondre leurs œufs, n'auront pas assez de réserve pour pondre seules et attendre la première génération. Donc à la place, elles vont s'enduire de certaines particules, enfin molécules, qui vont leur permettre de passer dans une fourmilière sans se faire attaquer par les autres ouvrières, d'aller voir la reine dans la loge royale, de tuer la reine et de tuer cette reine. Et une fois qu'elles auront tué cette reine, elles vont pouvoir prendre sa place et avoir une fourmilière déjà toute faite, ce qui est finalement bien pratique. Je vous ai parlé de parasitisme, donc tant qu'à faire, autant vous parler de superparasitisme, puisque cette espèce, donc c'est surtout les lasius qui se font parasiter, par notamment les Ctonolasius ou les Dendrolasius. Il existe une autre espèce donc qui, elle, ne parasite que le premier parasite dont je vous ai parlé. C'est une espèce qui a encore moins de chances de trouver quelqu'un à parasiter, mais elle parasite le parasite. C'est un peu l'arroseur arrosé. Et du coup, en parlant de parasites, je me permets de vous parler des fourmis zombies. Je pense que vous en avez déjà vu, des fourmis zombies, peut-être des reportages, mais certains champignons, donc certains fungus, sont capables d'infecter certaines fourmis. Les fourmis vont avoir un champignon qui va se développer en elles, qui va prendre possession, si on veut, de leur cerveau, si on peut appeler ça comme ça, et qui va les inciter à aller monter des petits brins d'herbe, monter en hauteur en règle générale sur des arbres,
mordre très très fort pour se figer. Le fungus va ensuite totalement se développer jusqu'à tuer la fourmi, va ensuite émerger et lancer ses spores pour être capable de totalement, de totalement se répartir et infecter d'autres fourmis. Et donc, on a des fourmis zombies qui vont aller se suicider, laisser un champignon prendre le dessus. Et enfin, le super parasitisme de ça, puisque dès que quelque chose arrive dans la nature pour dire c'est moi qui commande, bah, la nature lui en fournit un autre qui pourra le défoncer. Et en l'occurrence, ce fungus possède un autre parasite qui est capable de le tuer, qui est aussi un autre fungus qui est capable de parasiter le premier parasite, donc de sauver ces fourmis zombifiées si un autre champignon s'installe en elle pour bouffer le premier. Comme je vous l'ai promis, quelques petites photos pour illustrer tout cela. À gauche, vous voyez des messors avec des graines, en l'occurrence, donc ce sont des greniers à graines. Si vous regardez bien, il y a finalement plus de graines que de fourmis là-dedans et elles vont stocker les graines à l'intérieur. Elles vont les mettre dans des salles plus ou moins humides pour être capables de casser l'écorce autour de la graine et ensuite de s'en occuper pour faire du pain. Au milieu, vous voyez ce qu'on appelle souvent les fourmis pot de miel, qui est une fourmi qui est capable de beaucoup, beaucoup abuser de la physogastrie pour vraiment beaucoup, beaucoup trop gonfler. Et finalement, ces fourmis ne sont même plus capables de se déplacer et vont se mettre dans le nid et vont servir de garde-manger pour les autres fourmis. Tout simplement, elles vont leur donner par trophalaxie. Heureusement qu'on a la trophalaxie pour pouvoir faire ça. Et la dernière petite photo, c'est un radeau de fourmis. Vous voyez donc de l'eau et des fourmis qui flottent, qui forment un radeau, même un espèce de passage, où elles vont être capables de s'en sortir, puisqu'elles peuvent flotter, tout simplement. Et enfin, 3 dernières photos pour certains phénomènes dont on a déjà parlé. Les premières, les champignonistes qui vont couper des morceaux de feuilles et les ramener dans la fourmilière. En deuxième, des fourmis qui vont ramener les feuilles entre elles pour tenter de faire des cabanes. Vous pouvez avoir peur pour celle qui est au milieu, qui doit se faire littéralement écarteler. Et enfin, une fourmi qui s'est fait zombifier, si on veut, on voit un petit champignon qui sort de sa tête et qui va lancer des spores un petit peu partout. Et sur ces belles paroles et ce zombie, je laisse la parole à Alexis. Oui. Est-ce que tu me redonnes le contrôle aussi? Il faut que tu le demandes. Pardon, je le demande. Bien, donc sur cette intervention de Quentin et le côté un peu bio, enfin très bio de notre intervention, certains chercheurs, certains brillants esprits se sont dit que on pourrait passer du phénomène vivant au phénomène informatique. Et donc de se copier un peu ce qui se passe biologiquement et dans le vivant, le retranscrire à l'informatique pour résoudre des problèmes, répondre à des problématiques qui se posaient avant et qu'on n'arrivait pas à résoudre, ou du moins qu'on a du mal à résoudre. Donc l'idée, c'est de passer du vivant à l'informatique, ce qu'on va appeler le biomimétisme. On a aussi mis bio-inspiration, puisqu'il semble y avoir une légère controverse sur l'utilisation de ces termes. Pour froisser personne, on a décidé de mettre les deux termes. Mais voilà, mais on va principalement parler de biomimétisme ici quand on le dira. J'espère que si certains d'entre vous ont ce besoin de parler de bio-inspiration, ils nous le pardonneront. Alors, je vous ai mis à droite la photo de l'avion chauve-souris, qui, pour la photo de gauche, donne l'impression de voler, à savoir que cet avion, dans les essais qui ont été effectués principalement, n'a pas dépassé les 20 cm de haut. Il a fallu attendre 100 ans plus tard qu'on lui installe un moteur bien plus performant pour qu'il décolle. Mais reste vrai que cet avion s'inspire donc de la manière d'être, donc de la morphologie d'une chauve-souris, pour optimiser son vol et son déplacement. Si on n'est pas encore tout à fait dans l'informatique, on est quand même déjà dans le biomimétisme, et donc s'inspirer de la nature et des phénomènes naturels biologiques pour résoudre et répondre à une question d'ordre technique, plus physique. Alors, on va parler très rapidement d'algorithmes génétiques, qui sont donc les premiers algorithmes, entre guillemets, qui nous viennent à l'esprit quand on parle donc de biomimétisme. L'idée de ces algorithmes, c'est donc de répondre à une question souvent d'optimisation, donc c'est-à-dire un moment où on aurait à tester énormément de possibilités informatiquement si vous voulez répondre exactement au problème, mais où, pour des raisons de complexité, donc de temps de calcul, attendez, je mute Quentin, pour des raisons de temps de calcul, on cherche à optimiser ces algorithmes, trouver des manières de les faire tourner bien plus rapidement, de sorte à ce qu'on puisse répondre à ces problèmes en un temps qu'on va qualifier de raisonnable.
L'idée d'un algorithme génétique, c'est donc de créer ce qu'on va appeler une population, euh, donc population initiale, qui va avoir certains caractères. Ces caractères, on va leur faire passer le test de sélection naturelle finalement, comme ça se passe en vérité. Donc on va avoir une sorte de décision, et l'idée c'est donc de faire intervenir d'une part la sélection naturelle, pour éliminer les individus les plus faibles. Ce qu'on va appeler les individus les plus faibles, c'est ceux qui répondent le moins bien à notre problème initial. Puis, on va faire intervenir des croisements, si on le souhaite, donc qui vont permettre de modifier les individus qu'on a créés, de ne pas tous les modifier de la même manière, histoire donc d'avoir différents individus et de pouvoir trouver une solution en parcourant le maximum de solutions possibles. Et on va aussi pouvoir envisager des mutations, donc sur le génome notamment, des individus qu'on va créer. L'idée de ces algorithmes, c'est donc ça répond à soit des questions de test. Donc, je pense notamment, il me semble que c'est Motorola qui a utilisé les algorithmes génétiques pour effectuer des tests sur les applications pour téléphone. Voilà, des tests d'erreurs d'algorithmes. On va aussi utiliser ces algorithmes pour des problèmes de décision. Je ne le détaille pas trop puisqu'on va en reparler juste après. Et d'autres problèmes d'optimisation, je pense notamment aux voyageurs de commerce dont on va aussi reparler juste après, quand on va s'intéresser aux algorithmes à colonies de fourmis, qui sont donc ceux qui nous intéressent, à savoir les algorithmes où on va simuler des fourmis. On passe à la diapo suivante, donc qui traite des algorithmes à colonies de fourmis. Le principe d'un algorithme à colonies de fourmis, le maître mot, c'est optimiser. On va tout le temps chercher à obtenir une solution qui soit particulièrement optimale. Donc, c'est souvent des problèmes qu'on va traiter, pour lesquels, comme je vous l'ai dit, on va devoir lister un grand nombre de solutions, un grand nombre de possibilités, parfois inconcevables, pour pouvoir répondre aux problèmes réellement. Si on souhaite fournir une réponse exacte au problème, alors il faudrait lister un nombre incroyable de solutions et toutes les tester. Et parfois, on remarque qu'en augmentant simplement de 1 le nombre de données, eh ben, on multiplie le temps par 100, 100 000, 10 millions, et parfois on a besoin de plusieurs années pour faire tourner un algorithme, ce qui est inconcevable. Donc au niveau des algorithmes, des problèmes qu'on peut résoudre avec les algorithmes à colonies de fourmis, on peut répondre à des problèmes de réseau. Donc j'entends par là réseau informatique, réseau, tout ce qui sert notamment aux communications téléphoniques, etc. Ou des problèmes d'ordonnancement. L'idée étant de pouvoir aller plus loin. Quentin, je te dis mute si jamais tu veux intervenir. L'idée est donc de pouvoir éventuellement aller plus loin que simplement une solution qui nous paraît idéale, et d'aller optimiser un peu plus cette solution en lançant notre algorithme. Certains tests ont été effectués aussi sur des intelligences artificielles appliquées aux robots, donc pour le déplacement de robots. Les algorithmes à colonies de fourmis fournissaient un chemin aux robots, une manière de se déplacer qui semblait un peu naturelle. Alors ça n'a pas été énormément expérimenté, mais on a quand même toute une part sur les robots. Ensuite, les algorithmes à colonies de fourmis peuvent aussi nous permettre de résoudre des problèmes du type problème du sac à dos. Donc les problèmes du sac à dos, c'est un petit problème qui a plusieurs variantes, mais je vais vous en présenter une. Le principe du problème du sac à dos, c'est par exemple, vous avez un sac à dos qui peut contenir une certaine quantité d'objets. On sait que chaque objet a une certaine valeur, et on va chercher à optimiser la valeur du sac à dos par rapport au nombre d'objets qu'on peut mettre dedans, et chaque objet a un certain poids, une certaine masse ou un certain volume qui conditionne le nombre qu'on peut en mettre dedans. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder ce problème. Comme je le disais, soit on peut lister toutes les possibilités, mais alors là, on se rend vite compte que dès qu'on a un nombre grand d'objets, alors le nombre de solutions explose, et les colonies de fourmis peuvent nous permettre de résoudre ce problème bien plus rapidement. Évidemment, pour les initiés et les moins initiés, quand je parle de résoudre, je parle que de trouver une solution qui paraît optimale, évidemment pas de donner une solution affirmative et absolument correcte. On peut aussi envisager utiliser les algorithmes à colonies de fourmis pour des problèmes d'affectation et d'emploi du temps. Donc par affectation, j'entends affectation des tâches, par exemple au sein d'une
d'une entreprise, savoir quel ingénieur ou quel technicien, qui va faire quoi à quel moment. Donc ça rejoint l'idée d'emploi du temps. Les algorithmes à colonies de fourmis permettent évidemment de résoudre ce problème. Je m'interromps 2 minutes parce que je vois le problème dans le chat. Je pense qu'il faudrait donner le lien du zoo. La personne regarde le stream et n'est pas sur le zoo. Là est le problème, je pense. Je reprends. On parle aussi de satisfaction de contraintes. Si on donne à chacun de nos points un certain nombre de contraintes, eh bien on peut, avec ces algorithmes à colonies de fourmis, gérer ce problème-là. Ça revient un peu à un problème d'emploi du temps, mais qui peut être bien plus poussé et bien plus détaillé que simplement un problème d'ordonnancement et d'ordre et de simultanéité, si je puis dire. Et enfin, au même titre que pour les réseaux, l'ordonnancement, ça se ressemble un peu, mais on peut parler de routage de véhicules, et c'est ce pourquoi nous on va parler, c'est ce dont on va parler, principalement. Donc au niveau circulation, je vais pas m'étendre dessus puisqu'on en parle juste après. Donc dans ces algorithmes à colonies de fourmis, le principe est le suivant. Ici, on cherche à résoudre un problème, donc qui est le problème classique et le plus proche entre guillemets du modèle biologique, c'est-à-dire que les fourmis sont à leur nid fourmilière, qui est le point N que vous voyez sur les schémas, et vont chercher de la nourriture au point F. F pour food, comme nourriture. L'idée étant donc la suivante, une fourmi ou plusieurs se déplacent à partir du nid et vont jusqu'à la nourriture. Dès lors qu'une fourmi arrive à la nourriture, alors elle réemprunte le même chemin en marche arrière et elle dépose sur le chemin un ensemble de phéromones. Phéromones dont Quentin vous a parlé tout à l'heure. L'idée étant que les phéromones attirent les autres fourmis. L'idée étant donc que les phéromones attirent les autres fourmis et donc vont renforcer ce chemin par la suite. Si on regarde le deuxième schéma, le schéma 2, on a plusieurs fourmis, on voit que les différents chemins, donc il en existe 4 possibles, ont tous été empruntés, mais que plus régulièrement, le chemin qui est le plus court est employé. Et puis au final, à l'état 3, c'est ce à quoi on souhaite arriver, les fourmis n'empruntent pratiquement plus qu'un chemin. Vous voyez, on a une seule fourmi qui est en dehors sur l'autre chemin, et presque plus de phéromones, on les voit, elles ont toutes disparu. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que les phéromones disparaissent avec le temps. Ok, donc sur les schémas, je reprends. Donc à gauche, nous avons le schéma numéro 1. On va supposer qu'une fourmi part N... Allez, ouais, je reprends. On recommence. Vous m'avez perturbé avec vos histoires de fourmis. On est sur la diapositive 12, oui, pourquoi? Ah, pardon. Ah non, on va rester sur la 12, on est bien, Quentin. Donc le schéma numéro 1. Nous avons la fourmi qui va partir du N pour nid, qui va aller jusqu'au F pour food. Je m'excuserai pour la cohérence. L'idée étant que la première fourmi a déjà parcouru son chemin, elle est partie de son nid, elle a exploré, et elle est arrivée jusqu'à la nourriture. Sur le chemin du retour, elle va déposer une piste de phéromones qui vont disparaître avec le temps, mais qui vont aussi attirer les autres fourmis. On passe donc sur le schéma numéro 2. Plusieurs fourmis vont emprunter ce chemin, et elles vont avoir tendance à emprunter un chemin parmi ceux qui sont disponibles, mais en privilégiant statistiquement les chemins qui ont des phéromones. Elles vont être attirées par ces phéromones. Ce qui va causer donc la situation qu'on a en 2. On a certaines fourmis un peu partout, mais on voit qu'on a déjà plus de fourmis sur le chemin qui est le plus court, le chemin qui est presque direct, presque tout droit. Et enfin, sur le schéma numéro 3, c'est la situation à laquelle on souhaite aboutir avec ce genre d'algorithme. On a un chemin qui est extrêmement tracé par les phéromones et très emprunté, puisque sur les autres chemins, la grande majorité, pour ne pas dire la totalité des phéromones, ont disparu. Et donc, vous pouvez voir sur le troisième schéma qu'on n'a plus qu'une fourmi qui emprunte un chemin qui n'est pas le chemin optimal. On va pouvoir donc, grâce à notre algorithme, avoir trouvé, sans avoir jamais balayé l'intégralité des possibilités pour voir lequel était le plus court, un chemin qui est optimal. Ici, en l'occurrence, c'est même la réponse optimale à ce problème, mais vous vous doutez bien qu'on ne va pas appliquer cet algorithme sur des situations aussi simplistes que celle-ci. On va avoir tendance à plutôt parler de problématiques de livraison de colis, par exemple, dont on va parler juste après, ou de transport de marchandises.
sur plusieurs villes, plusieurs rues, plusieurs boîtes aux lettres, voilà, qui va commencer à faire beaucoup. Si on compte le nombre de boîtes aux lettres qu'on a dans un village, dans une ville, eh bien, si on doit optimiser le temps de trajet, et c'est ce qu'on veut faire finalement, parce qu'on veut consommer le moins de temps et d'argent dans la distribution, eh bien, on va chercher un trajet qui soit optimal. Et si on doit parcourir tous les chemins, je le redis, si on doit parcourir toutes les solutions possibles, on a parfois besoin de plus de temps que nécessaire pour les livrer. Ce qui pose problème, puisque l'idée étant d'optimiser la chose, on ne veut pas prendre plus de temps qu'on ne veut pas en perdre. Notez cette phrase, elle était pour la réécouter. On passe à la diapositive suivante. Moi, je vais vous parler très rapidement du problème du voyageur de commerce. Est-ce qu'on est sur la diapo? Parce que moi, je ne vois rien du coup. Oui. Donc je veux bien que vous me confiez. Ok. L'idée étant donc qu'on a, dans la situation 1, vous le voyez, un certain trajet qui doit être effectué, entre guillemets. C'est un trajet qu'on a tracé comme on le pensait, à la main, comme on le pense plus court qu'un autre. L'idée étant qu'un livreur, par exemple, doit desservir toutes ces villes, donc doit livrer toutes ces villes en France. Évidemment, on ne peut pas commencer à lui faire un aller-retour Dunkerque-Nice, et puis partir en Bretagne, et puis après Nancy, et puis ensuite aller à Bordeaux. Ça va commencer à être compliqué et faire beaucoup de kilomètres pour rien, alors qu'on pourrait optimiser ce trajet. Bon, on peut avoir une première idée intuitive, c'est ce qui se fait généralement, ce qui se faisait avant l'arrivée de ces algorithmes et de cette manière de concevoir la chose. On a une première idée, on la trace, nous on est capable humainement à peu près de prendre une décision rapide pour trouver une solution qui nous paraît optimale pour ce problème. Malheureusement, aujourd'hui on n'est pas capable de donner cette conscience à l'ordinateur, et c'est un peu ce qui la différencie de nous en même temps, c'est que nous on a cette intuition que l'ordinateur n'a pas. L'ordinateur exécute une suite d'instructions et n'a pas la possibilité d'avoir une certaine intuition. Bon, on parlera évidemment plus tard d'intelligence artificielle, mais on est un peu dans le début de cette idée-là ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur le chemin 2, on va créer un graphe qui relie l'intégralité de ces villes entre elles. Alors il y a certaines villes qu'on va ignorer. Pourquoi? C'est parce qu'on va considérer que pour la distance, on les considère hors de portée, hors de visibilité. Ça va permettre de réduire les possibilités, réduire le graphe, parce qu'il n'y a a priori que peu de chances que traverser la France fasse partie d'un chemin optimal. Donc on peut mettre une part de portée sur notre graphe, et on a un graphe qui est le violet, donc en 2 que vous voyez. Et puis on va lancer notre colonie de fourmis sur ce graphe. On va lui demander de se déplacer. L'idée étant qu'elle parcourt tous les points, premier, jusqu'à lui-même, en ayant fait le tour. Et à la fin de son trajet, une fois qu'elle l'a terminé, la fourmi va déposer donc sur l'ensemble des arêtes. Les arêtes, c'est donc les routes qui relient les différentes villes. Ici, je parlais de graphes pour ceux qui y sont familiers. On a donc les sommets et les arêtes. Les sommets qui sont représentés par les villes, et les arêtes, c'est les trajets entre les villes qui sont pondérés par les distances. Et donc, une fois qu'une fourmi a terminé son trajet, alors plus son trajet est court, proportionnellement, plus elle va déposer de phéromones sur les arêtes qu'elle a parcourues, donc sur l'ensemble de son trajet. Et on continue, et on le refait. Je rappelle que les phéromones finissent par paraître, et que les fourmis sont attirées par les endroits qui sont le plus parcourus, donc là où il y a le plus de phéromones. Ce qui va nous permettre d'aboutir à une situation plus ou moins optimale, en l'occurrence la situation 4, où toutes les phéromones sont sur un seul trajet, qui est donc le trajet optimal. Alors, nous, on a vu un petit problème à ce système avec Quentin. On discutait autour probablement d'un thé ou d'un café, virtuel puisque nous étions sur Discord. Et Quentin, tu peux passer à la diapositive suivante. Ça y est. On s'est dit que ces algorithmes demeuraient un peu lents, coûteux et parfois biaisés. Pourquoi biaisés? Parce que tout à l'heure, j'ai dit que justement, on avait peu de chances statistiquement qu'un chemin qui coupe la France en deux fasse partie d'un chemin optimal. Et nous, on s'est dit, d'accord, mais dans ce cas-là, comment résoudre ce problème? Comment faire en sorte que, entre guillemets, quelle que soit la situation de départ, on puisse régler ces 3 problèmes-là et aboutir à une situation optimale quand même? On s'est demandé donc comment améliorer le rapport efficacité-vitesse et diminuer les fausses routes. Ce que j'appelle les fausses routes, c'est se dire, là on a un chemin qui paraît optimal très très vite,
on va s'engouffrer dedans, et on va trouver un chemin qui est optimal, alors qu'il y en a un autre qui est 2 fois plus court à côté. Les algorithmes à colonies de fourmis, aujourd'hui, engendrent ce genre d'erreur. Et on s'est demandé comment on allait pouvoir le régler. On s'est posé un peu des questions, on s'est dit qu'on allait sûrement encore plus se baser sur un aspect de biomimétisme, pardon, et donc encore plus aller sur ce qui est proche de la vérité. On peut passer sur les diapos suivantes. L'idée étant de créer différents types de fourmis. Jusque-là, nous n'avions qu'une seule fourmi, un seul type de fourmi. C'est une fourmi qui, à chaque endroit, prend un chemin aléatoire, et sa décision aléatoire est pondérée par le nombre de phéromones qui existent. Nous, on s'est dit d'accord. Donc ça, on sait, mathématiquement et même informatiquement et tout ce qu'on veut, on le sait. Ça bloque certains chemins, certaines solutions qui pourraient être meilleures. Et bien on s'est dit parfait, faisons une fourmi qui fait exactement l'inverse. On va donc créer une fourmi qui va être complètement repoussée par les phéromones. Et cette fourmi, donc, qui va être plutôt exploratrice que suiveuse finalement, va aller explorer les chemins que les autres fourmis vont avoir peu tendance à explorer. Et donc possiblement les fausses routes, et les routes qu'on ignorait tout à l'heure, peut-être qu'on va les retrouver, et à force de déposer des phéromones dessus par ces fourmis qui, elles, vont oser y aller, déclencher une autre solution à peine plus optimale que la première. De toute façon, ça ne peut pas rendre la solution moins optimale. Statistiquement, ça ne peut pas. On s'est demandé aussi si on ne pouvait pas simplement créer une fourmi qui parcourt tout à fait naïvement, c'est-à-dire une fourmi qui ne se préoccupe pas des phéromones. Cette fourmi, elle aurait aussi pour but d'être tout à fait exploratrice, et elle est encore plus exploratrice que l'autre, puisqu'elle ne se soucie pas du tout de ce que font les précédents. Donc ces 2 premiers types de fourmis créés, on s'était dit qu'éventuellement, on pouvait envisager créer une fourmi qui a tendance à aller plutôt tout le temps à gauche, puis une fourmi tout le temps plutôt à droite. Ce qui étaient deux comportements qui, même s'ils semblent déraisonnés, pouvaient encore plus nous permettre d'éviter d'éviter d'ignorer certaines routes qui pourraient être plus pertinentes. Bon, dans les faits, notre tentative est un peu biaisée, et on va passer à la diapositive 16 pour vous en parler. Alors, je me permets tout de même un tout petit ajout. Oui. Tout ça, c'est basé sur quelque chose de scientifique, hein. Il y a un état de l'art, et dans l'état de l'art, assez récemment, on s'est intéressé sur différents arthropodes, sur différents insectes qui ne sont même pas sur différents autres insectes, qui n'ont rien à voir avec les fourmis, qu'il y avait des comportements particuliers, individuels, et non pas directement de la fourmilière. C'était vu notamment chez des blattes, et quelque chose qu'on observe, c'est qu'une blatte fuit la lumière en règle générale. Une blatte préfère rester dans l'obscurité. Pourtant, certaines blattes vont prendre le risque et vont aller à la lumière si elles trouvent de la nourriture. Et là, on s'est dit: «Bon, voilà, statistiquement, je mets 10 blattes, il y en a une, elle va pas voir qu'il fait jour, ou simplement elle va y aller». Sauf qu'en fait, les scientifiques se sont rendus compte que s'ils marquaient cette blatte avec un petit point rouge, et cette même blatte allait faire toujours la même chose. En fait, ils allaient avoir une blatte qui n'a pas peur de la luminosité. Et c'est là qu'on s'est dit: «Étonnamment, il y a des comportements qui vont apparaître, et finalement, les fourmis ne vont pas se comporter comme simplement les fourmis ou n'importe quel autre insecte, hein, comme simplement, un comportement automatique et parfaitement informatique et statistique, mais vont aussi avoir un comportement qui leur est propre, par exemple une certaine notion d'aversion au risque, ou, de tentative de faire toujours cela, ou de désobéissance en quelque sorte». Et c'est ça qui peut être intéressant. Et c'est ça qu'on a tenté de reproduire. C'est pour ça qu'Alexis parlait de s'inspirer encore plus de la réalité finalement, puisque certaines vont pas suivre les règles, et en ne suivant pas les règles, vont trouver certains chemins qui n'apparaissaient pas. Donc il y a tout de même une base scientifique, c'est pas juste une idée, comme ça d'amélioration. Il y a un état de l'art qui montre que chez les animaux, ça fonctionne, et c'est aussi sélectivement ce qui leur a permis parfois de s'en sortir. Je passe à la slide suivante pour qu'Alexis puisse continuer. Oui. Donc en effet, je réitère, mais on s'est bien basé sur ce qui se passe. C'est pas non plus complètement sorti de notre cerveau, même si parfois on sort des choses étonnantes de notre cerveau. On a voulu implémenter ceci en Python, d'où la magnifique photo de serpent en haut à droite. C'est un Python, étonnant que cela puisse pas. Et en haut à gauche, vous voyez une partie d'échec, parce que cette implémentation fut un échec.
On vous a mis une partie du code qui décrit plus ou moins ce qu'on a commencé à faire. Vous voyez qu'en fait, l'ajout principal par rapport à l'algorithme initial, c'est l'avant-dernière ligne, donc l'état de la fourmi, qui diffère. Donc on a les trois premiers types dont je vous ai parlé. Les types fourmi va tout à droite et tout le temps à gauche, on n'avait pas prévu de les ajouter dans un premier temps. Pourquoi est-ce que ça a été un échec? Eh bien parce qu'on a eu diverses pauses dans le développement de ce code qui nous a pas encore tout à fait permis de le fignoler. Reste vrai que cet algorithme, on souhaite le mettre forme, le réussir et le compléter, le finir. Bien évidemment, on vous en refera un petit exposé dès lors qu'on aura abouti tout ça et qu'on aura surtout étudié les différences avec l'algorithme initial, histoire de pouvoir vous dire si en effet, comme on le pense, notre algorithme est meilleur que l'algorithme prévu initialement, enfin l'algorithme qui existe déjà, ou si notre algorithme est aussi efficace ou moins efficace. Enfin voilà, on vous détaillera un peu tout ça. L'idée étant pour nous initialement de le coder en Python. Je sais que Quentin a envisagé une version MATLAB à peine différente dans son idée. Nous, dans la version Python, on travaillait sur des graphes. Donc, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure pour le problème du voyageur de commerce, l'idée initiale étant simplement de résoudre un problème de plus court chemin chez nous. Donc, pas un problème du voyageur de commerce, un problème de j'ai un point A, j'ai un point B, j'ai différentes routes qui partent du point A et qui arrivent au point B, des routes qui s'intersectent, qui se croisent, tout ce qu'on veut. Et l'idée étant de trouver donc le chemin le plus court partant du point A au point B. On pourrait parler un peu d'algorithme de Dijkstra sur les graphes pour ceux qui pratiquent. L'algorithme à colonie de fourmis est censé fournir un résultat optimal plus rapidement que Dijkstra. Je pense que j'ai terminé sur la partie de ce qu'on souhaite faire, donc terminé plus ou moins, puisqu'on va continuer de peaufiner tout ça à la suite de cette conférence et vous en reparler comme je vous l'ai dit. Alors, Voilà, donc je vais merci laisser Quentin. Alexis. Du coup, je me permets de reprendre la main pour reparler du coup de fourmis directement. Alors, petite précision sur ce qui a été dit. En effet, il y a un code en Python. Le code se base sur une implémentation sur les graphes, où les différentes distances vont être représentées comme des pondérations des arêtes. Moi, je suis en train de travailler aussi sur une autre implémentation qui va être plutôt matricielle, puisque c'est fait en MATLAB, et donc quitte à faire du MATLAB, autant faire des matrices. Et l'implémentation va être totalement différente. On espère que cette version pourra aussi fonctionner. On verra ce qu'il en est derrière. Et donc, j'en profite maintenant pour vous parler vraiment de fourmis. Vous pouvez lancer cette vidéo puisque je ne peux pas la lancer pour vous, il me semble. Donc, c'est juste, je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure de où se situent les fourmis. Voilà un petit peu une mise en abîme des fourmis. Et si vous allez regarder jusqu'au dernier point, donc à la dernière seconde de cette vidéo de seulement 12 secondes, vous allez voir les Crématogastères scutellaris. Et les Crématogastères scutellaris sont celles que vous voyez actuellement à l'écran. Et donc, donc j'espère que vous avez eu le temps de lancer la vidéo, hein. Je meuble un petit peu pour que vous puissiez voir la vidéo en attendant. Et donc, on va partir maintenant sur la partie un petit peu plus expérimentale. Donc, je vais commencer par vous donner quelques mini conseils d'élevage pour ceux qui voudraient éventuellement s'intéresser à l'élevage de fourmis. Donc, pour information, ça se fait très très bien. La myrmécophilie, c'est quelque chose qui est de plus en plus démocratisé, qui est encore malheureusement très peu contrôlé, mais je m'en remets à vous pour prendre de bons conseils et ne pas faire de bêtises. Donc, globalement, l'élevage de fourmis, donc vous pouvez suivre maintenant avec la caméra éventuellement, va se faire généralement avec des tubes à essai, comme vous pouvez le voir en ce moment même à la caméra. Des tubes à essai, car les tubes à essai permettent d'avoir un espace très réduit pour les fourmis. Donc pourquoi un espace très réduit? Puisque les fourmis, justement, nous parlions de typmotropisme et de typmotactisme, sont très sensibles à l'espace qu'elles vont avoir. Et si l'espace est trop important, alors elles vont pas être très très contentes, ces fourmis, et elles vont même pouvoir potentiellement stresser et ne jamais se développer. Non, ce manière-là, nous n'allons pas lancer l'algorithme aujourd'hui. Elles vont donc pas se développer si jamais leur espace est trop grand. Ensuite, on peut installer ce qu'on appellera une aire de chasse, par exemple, une aire de chasse que vous voyez ici ou ici, dans lesquelles les fourmis vont pouvoir librement se balader, qui diffère du nid. Alors ça, c'était le truc que j'utilisais pour tenir la caméra, donc qui diffère du nid, qui va être directement ici. Et ensuite, à terme, on peut imaginer des nids. Donc, des nids, par exemple, vous pouvez avoir un nid ici, comme ça. Donc, c'est un nid sphérique
Et là, vous avez un nid cylindrique juste à côté, qui va être un nid avec le magnifique lit d'y penser juste à côté aussi. Et au passage, du merveilleux caché dans le quotidien, qui est un livre de physique que je vous recommande, qui va vous montrer donc un nid cylindrique dans lequel les fourmis vont pouvoir s'installer tranquillement. Donc voilà un petit peu pour l'élevage, comment ça se passe, des tubes tout simplement. Pour information, il n'y a pas besoin de donner à boire aux fourmis. Les fourmis ne boivent pas, elles n'en ont pas besoin. Elles sont capables de capter l'humidité dans l'air et donc avec une humidité suffisante, ça leur permet de boire, ce qui en fait quand même un animal bien pratique. Elles se nourrissent donc de liquide sucré, donc on a parlé de miella, donc ici on va plutôt parler de pseudo-miella. Le pseudo-miella, on va fabriquer nous-mêmes. Donc le pseudo-miella, ça va être par exemple ce que vous voyez là-dedans, donc de l'eau, du sucre tout simplement, ou de l'eau, du miel, du lait, du miel, quelque chose comme ça, pour avoir un liquide nutritif pour les fourmis. Et on va ensuite directement pouvoir s'occuper d'elles. Pour information, en France, il y a énormément d'espèces. L'espèce la plus commune, ça va être les lasius. Vous aurez aussi dans le sud de la France les messors, ce sont celles qui mangent des graines. Les tétramoriums, qui sont les fourmis des trottoirs, qu'on appelle ça comme ça, parce qu'elles vivent énormément sur les routes et les endroits bétonnés. Et sinon, il existe d'autres espèces endémiques. Vous n'êtes pas obligé de prendre des espèces exotiques pour avoir de belles espèces. Et je vous recommande pas de prendre des espèces exotiques. J'en arrive un petit peu à la réflexion éthique, hein, mais les espèces exotiques, ça fait du transport, ça fait des possibilités d'évasion. Et une fourmi qui s'évade, c'est jamais bien, surtout une espèce exotique, hein. Si vous avez une espèce invasive, on n'aime pas ça. Et ensuite, je vous rappelle que l'élevage, en règle générale, ça demande de réfléchir à ce qu'on va élever, puisque élever des fourmis, c'est, je vais pas aller dire que c'est comme un chien, mais une reine fourmi, ça vit longtemps, ça vit entre 12 et 20 ans, donc ça vit très longtemps. Donc on n'élève pas ça pour la relâcher au bout de 2 mois, ça ne sert à rien. Et le maître mot dans la myrmécophilie, c'est la patience, puisque avoir des fourmis, ça demande énormément de patience. Les œufs vont éclore, par exemple, en 2-3 mois. Ça sert à rien de venir la regarder tous les jours pour voir si les œufs vont éclore. Vous allez la stresser. Et une gine qui stresse, elle mange ses œufs. Et si elle mange ses œufs, vous n'aurez plus grand-chose. Je vais donc, comme le dit le diapo, me taire et vous montrer les monstres. Et on va pouvoir commencer un petit peu. Là, ça bouge, donc elle s'excite un petit peu. Là, je vous présente les Crématogaster scutellaris. Je me permets de le remettre en grand écran pour voir ce que je fais. Ah oui, je vous montre pas du tout la bonne chose du coup. Tac. Donc là, on a les Crématogaster scutellaris. On va prendre un petit peu de liquide sucré qu'on va mettre sur la petite feuille d'aluminium qui est posée ici. Tac. Et on va voir ce qui va se passer très rapidement. Donc il suffit qu'il y en ait une qui le voit pour faire exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un recrutement. Et le recrutement... Pourtant, on voit que le bord de la boîte là. Pardon. Merci. Je vais fixer, ça sera plus facile. Je vais fixer comme ça, ce sera encore plus facile. Donc là, on voit les fourmis commencer à se mettre autour de l'aluminium et commencer à venir boire. C'est pas très net, hein. Dans le même temps, on va en profiter pour leur mettre de la protéine, c'est-à-dire un petit insecte, déjà mort pour les âmes sensibles. Pareil, il suffit qu'il y en ait une qui le voit pour avoir ensuite un recrutement, espérons assez massif. Et normalement, les fourmis vont venir, puisque là, on a déjà eu certaines qui... Ah, il y en a une qui passe à côté. Voilà, il y en a une qui commence à le repérer. Je vais en profiter du coup pour nourrir les autres espèces qui sont à côté. On ira regarder ce qui se passe. Donc, pour vous faire un petit laïus, il y a à côté des lasius qui sont l'espèce la plus commune. Il y a des formica qui sont une espèce beaucoup plus grosse. Et il y a des temnothorax qui sont une espèce toute petite, qui vivent dans des coquilles de noix habituellement. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, il commence à y avoir beaucoup de monde, hein. Si on regarde à la base, là, à la sortie, il commence à y avoir vraiment beaucoup de fourmis qui s'activent. Allez, on va les déranger un petit peu. On va ouvrir dans le tube à essai. Hop là. Dans le tube à essai, il y a vraiment beaucoup de monde aussi. Je vais me mettre plus à la lumière. Alors, au passage, je vais vous permettre d'observer la reine. Donc je pense que vous allez facilement reconnaître qui est la reine dans cette histoire, pour une raison très simple. Elle fait
le triple de taille. Où est-ce qu'elle est? Pourquoi je ne vois pas la reine? Ah, ok. La reine est de l'autre côté. Est-ce que vous voyez la reine au centre qui est 2 fois plus grosse que les autres? Et on la voit bien. Vous voyez la gyne chez les crématogastères, qui est largement plus grande. Ici, vous voyez les fourmis qui se massent autour du liquide sucré. On voit pas grand-chose. Tac. Ici, vous voyez les fourmis qui commencent. Je vais prendre quelque chose pour le pointer. Ici, là, au bout du truc, on voit les fourmis qui se massent pour attraper le petit insecte que je leur ai mis. Et qui vont ensuite le recouvrir et le ramener à la maison. Ici, on a les lasius, donc qui sont très 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 nombreuses. Donc si on regarde, on a encore une fois la gyne au centre. Je ne sais pas si on la voit bien. Et je vais vous montrer maintenant l'espèce la plus grosse. Ce sont les Formica. Hop, et on va les nourrir aussi. Hop là. Donc je vous présente les Formica qui sont beaucoup plus grosses que les autres, avec une gyne qui est énorme. Elles sont un petit peu en train de déplacer les œufs parce qu'elles stressent, parce qu'elles n'aiment pas trop la lumière. Et on va faire un nourrissage en direct. Où est la pipette de liquide? J'ai perdu la pipette. Ah, elle est là. Non, ne sors pas, s'il te plaît. On va mettre une petite goutte à l'intérieur. On va remettre le coton à la sortie pour ne pas avoir d'évasion inopinée. Attendez, juste je remets le coton et je remets la caméra. J'ai juste envie d'éviter les évasions. Et là, on va avoir de nouveau les fourmis qui vont venir se masser sur la petite goutte. Beaucoup de reflets. On verra mieux de ce côté-là, chez les lasius, où la goutte est totalement entourée de fourmis. Et l'insecte est recouvert de fourmis juste à côté. Quentin, il faut enlever ton doigt du micro de la caméra. Ah. C'est bon. Voilà, on a fait à peu près le tour des fourmis qui sont en train de manger. On peut donc couper quand vous voulez maintenant. Dans tous les cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et évidemment, pour tous ceux qui auraient des questions, on n'a pas a priori de questions dans Réaction en live, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on vous répond. Et si des questions vous viennent plus tard, que ce soit sur les fourmis ou sur les algorithmes en eux-mêmes, à colonie de fourmis, ou les problèmes auxquels ça répond, ou n'importe quoi qui s'en approche ou pas, si on peut répondre aux questions, on le fera avec grand plaisir. Et donc je rappelle qu'on a pour ambition, une fois qu'on aura réussi à faire nos algos et nos tests et nos raisonnements mathématiques comme on le souhaite, on vous représentera ça ensemble autour d'un exposé et toujours d'un thé. Est-ce que Quentin, tu veux ajouter quelque chose, si ce n'est qu'on vous remercie tous d'avoir été présents? Merci de votre écoute, merci de votre présence. Et voilà les fourmis. Du coup, je profite d'être organisateur des conférences pour donner la parole à Aurélien, s'il le souhaite, pour nous présenter sa conférence de la semaine prochaine. Pour répondre à Maxime, est-ce qu'on a commencé la partie théorique? Non. Présentement, nous n'avons rien
rien commencé en termes très très théoriques. On a l'intuition que ça va marcher mieux, on l'a codé parce que ça nous faisait rigoler. Et on va essayer de le coder bien maintenant.